Bonsoir tout le monde. Chers collègues, je voudrais d'abord remercier le bureau de la Société marocaine de cardiologie de permettre au GRCI d'échanger avec vous au cours de cette réunion. On sera trois, donc outre moi, il y a Emmanuel Tégère et Camille Brasselet qui vont participer à cette session. Moi, on m'a confié donc le traitement des lésions résistantes, le choix des ballons, mais vous verrez qu'on ne peut pas parler de lésions résistantes sans déborder sur le rotablator. On ne peut pas non plus parler de lésions résistantes sans parler de lésions calcaires. En fait, la quasi-majorité des lésions résistantes sont des lésions calcifiées. Si on écarte les lésions ostiales chez les patients irradiés ou parfois certains pontages veineux très fibreux, mais la grande majorité des lésions dites résistantes, c'est-à-dire celles qui nous posent des problèmes pour pouvoir les dilater et y impacter un stent, sont les lésions calcifiées. Sur ce registre du Mont Sinai Hospital, on a globalement, c'est ce qu'on voit dans la littérature, entre 15 et 20% de lésions calcifiées sur les coronarographies et entre 8 et 10% de lésions dites sévèrement calcifiées. Et comme vous le voyez sur cette diapositive, l'existence de calcification a un impact direct sur des critères durs de mortalité, de survenue d'infarctus et évidemment de nécessité de revascularisation secondaire. Ce n'est donc pas anodin que d'avoir une lésion calcifiée à traiter. Et on verra que des stratégies se développent, elles ne sont pas toujours optimales, mais c'est l'une des limites actuelles de l'angioplastie coronaire. Donc, on a parlé de l'impact sur le plan clinique de ces lésions calcifiées, qui est réel et donc factuel, au fait que nous avons des stents qui sont mal impactés, à ne pas confondre avec la malapposition des stents. Ici, on parle de mauvaise expansion des stents, source d'augmentation des événements ischémiques à un an, comme vous le voyez ici. Donc, le calcaire, c'est vraiment un élément qui impacte le devenir de nos patients. Depuis 2014, il y a quelques guidelines sur la CCAHA. C'est essentiellement les ballons modifiés, c'est-à-dire le kitting balloon, le scoring balloon et l'atérectomie rotationnelle. On verra que les choses ont évolué depuis. Il y a certaines études un peu plus récentes qui nous permettent de mieux voir la stratégie à adopter devant une plaque calcaire dont il s'agit de connaître les caractéristiques. Une plaque concentrique n'aura pas le même comportement qu'une plaque excentrique face à la pression du ballon ou au rotablator. Des calcifications intimales n'ont pas le même impact que des calcifications médiales. Il est évident qu'une calcification focale versus une calcification longue, ce n'est pas la même chose. On peut calculer le volume de la plaque calcaire et sa circonférence grâce à l'imagerie endocoronaire et l'aborder même au scanner. Et enfin, ça fait partie de l'estimation du risque global du patient, comme on a vu l'impact clinique que ça pouvait avoir. Voilà ce que ça peut donner une étude de calcification coronaire au scanner. Et vous voyez qu'on arrive à bien déceler d'abord la répartition du calcaire, essentiellement sa répartition sur la face extérieure, si j'ose dire, des artères, c'est-à-dire la média ou l'intima des artères. Une plaque intimale sera beaucoup plus difficile à fracturer qu'une plaque adventicielle, où on peut écarter un peu plus le chenal de l'artère. Donc, le scanner constitue effectivement l'un des éléments diagnostiques des calcifications et de leur étude, qui nous donne beaucoup de renseignements, et ceci devant le manque de sensibilité de l'angiographie. On arrive à avoir du calcaire au niveau de l'angiographie, mais il est rare qu'on arrive à en déterminer les composantes comme ici, à l'échographie endocoronaire, avec, on peut voir un peu l'épaisseur, le cône d'ombre derrière, est-ce que c'est un arc complet, est-ce que c'est excentrique, est-ce que c'est juste une partie de la circonférence qui est prise, etc. Et tout ça a des impacts évidemment sur le comportement de la plaque calcaire au moment de l'angioplastie coronaire. Vous voyez ici l'image typique d'un arc calcaire avec le cône d'ombre derrière à l'échographie endocoronaire, et ici à l'OCT, où on peut, à contrario, là on ne peut pas mesurer l'épaisseur de la plaque calcaire en raison du cône d'ombre, mais ici on peut aussi la mesurer, donc avoir une idée de l'épaisseur de la plaque calcaire, ce qui a évidemment un impact
pronostic indiscutable sur son comportement. Il ne faut pas non plus tout jeter dans l'angiographie. Vous voyez ici, quand on n'a pas d'imagerie endocoronaire, ici par exemple, les calcifications sont bien visibles. Et quand on fait un zoom sur l'artère calcifiée, on peut voir que la répartition du calcium est très proche du chenal de la lumière ici, qu'on aperçoit ici, ce qui correspond probablement à des lésions calcifiées qui vont être très, très complexes à lever par les ballons seuls. Ces éléments anatomiques qui sont obtenus grâce au scanner, à l'angiographie et à l'imagerie endocoronaire, si on en dispose, permet de déterminer quelle est la stratégie qu'on va utiliser pour modifier la plaque et permettre la position ensuite d'un stent de manière relativement correcte. Pourquoi étudier la plaque avant? Pourquoi définir une stratégie? Pourquoi bien préparer la lésion, tout simplement, avant la prothèse? C'est pour éviter ça. Vous voyez ici un stent disloqué quand on l'a essayé de le passer dans le calcaire. Vous voyez les mailles ici qui sont surélevées. Probablement que le stent a été poussé sur du calcaire et ça donne ça. Ici, un stent qui est complètement désinséré et ramené au lasso. Vous voyez ici le lasso, vous voyez le stent qui est complètement désinséré, qui ressemble à une bouillie métallique. Et ici, au microscope, on voit l'impact du calcaire sur la progression d'une endoprothèse et active. Et ici, l'atteinte des polymères et donc probablement une mauvaise distribution de la drogue ensuite et probablement un appel à la rosténose focale ou à la fracture du futur du stent, etc. Donc, des éléments qui nous permettent de pouvoir dire qu'on doit préparer la lésion avant de délivrer le stent, juste pour pouvoir le délivrer, bien la poser et bien évidemment éviter la thrombose et réduire le taux de rosténose. Pour ça, on a des outils qui sont à notre disposition. Et ces outils sont, comment on commence d'abord par les ballons qui ont de très très bas profils. Pourquoi? Parce qu'il arrive fréquemment qu'on n'arrive pas à passer des lésions calcifiées avec des ballons de profil normal. Et donc, on utilise des ballons à très bas profil. Le problème de ces ballons à très bas profil, c'est que pour avoir un profil très très bas, c'est qu'ils sont extrêmement fins et que donc leur résistance au calcaire est moindre et on a souvent des ruptures avec les ballons qui passent. Les autres ballons sont les ballons dits modifiés, c'est-à-dire le cutting balloon avec des lames sur son corps ou le scoring balloon qui a une espèce de cerclage métallique autour de lui. Les ballons non compliants, donc avec lesquels on peut monter haut en pression sans augmenter de beaucoup le diamètre, ce qui évite évidemment les dissections. Les ballons OPN avec lesquels on peut monter jusqu'à 40 atmosphères, qui sont constitués de 2 couches et qui, évidemment, ont des profils moins bons que les ballons usuels. Enfin, le ballon de lithoplastie, c'est-à-dire le ballon qu'on utilise pour délivrer la lithotripsie dans le shockwave et l'élément qui demeure essentiel dans les cas difficiles, c'est le rotablator, l'orbital artérectomie étant quasiment abandonnée. L'objectif de l'utilisation de l'ensemble de ces matériaux, c'est de fracturer la plaque calcaire, comme vous le voyez ici en OCT. Et cette fracture de la plaque calcaire va permettre de la fragiliser et donc ensuite de pouvoir la dilater avec un ballon et de pouvoir apposer de manière beaucoup plus efficace une endoprothèse. Et on voit que la fracture est obtenue dans quasiment la moitié des cas quand on utilise des ballons modifiés ou de l'atérectomie versus un ballon classique. Un premier cas clinique, c'est un homme de 67 ans qui a une dyslipidémie, de l'hérédité coronaire et qui fait un angor typique avec un thallium, au thallium et une ischémie antérieure. Et comme vous le voyez là, il y a une lésion de l'interventriculaire antérieure moyenne à distale, juste en aval de la diagonale. Et vous voyez, au moment, avant d'injecter, on voit du calcaire ici. Et ça préjuge évidemment de quelques difficultés. Et vous allez voir toutes les difficultés qu'on rencontre, c'est-à-dire l'impossibilité de passer le ballon au niveau de la sténose avec le catéguide qui chasse à chaque fois qu'on pousse le ballon. D'accord ? Ensuite, l'impossibilité de lever l'empreinte. Quand on arrive à passer le ballon après de grandes manœuvres, l'empreinte persiste ou le ballon rompt. Et donc, c'est un échec de dilatation. On utilise donc, on va aller en escalade après un ballon à bas profil, on va essayer de passer un ballon modifié, c'est-à-dire un angiosculpte ou un ballon non compliant ou un ballon coupant. Ici, c'est un ballon non compliant. Et les ballons non compliants ont des profils qui sont moins bons que les ballons normaux. Et donc, on a encore plus de difficultés à les passer. Vous voyez, ici, on utilise un
une extension de cathéter que vous voyez là, qui nous permet d'amener le ballon non compliant vers la lésion. Et là aussi, impossible de lever l'empreinte. Et donc, on fait ce qu'on aurait dû faire d'emblée au regard de, si on avait bien déterminé notre stratégie, quand on voit ces calcifications ici, qui constitue un véritable noyau calcaire, on aurait dû d'emblée prendre une fraise de rotablator. C'est ce qu'on a fait. Une fois qu'on a fraisé, évidemment, tout devient facile. On arrive à passer le ballon non compliant, on arrive à ouvrir l'artère à ce niveau-là et à positionner notre endoprothèse. Le reste redevient une angioplastie de type classique. Voilà, donc l'échec des ballons non compliants et la difficulté déjà à les emmener au niveau de la lésion. Un deuxième cas clinique qui est un cas clinique qui illustre les regrets qu'on peut avoir de ne pas utiliser de l'athérectomie rotationnelle, c'est-à-dire du rotablator. C'est donc un homme de 79 ans qui a une ischémie antérieure, qui a donc une dilatation ischémique VG au pic de l'effort à l'écho de stress. Il avait été dilaté il y a à peine un mois avec deux prothèses actives et un résultat qui avait été dit à l'époque suboptimal. Un mois après, il ne se sent vraiment pas bien et on comprend pourquoi. Quand vous voyez l'image angiographique, vous voyez que l'endoprothèse n'est pas bien impactée et que sur cette zone-là, le noyau calcaire a empêché l'endoprothèse de bien s'apposer et c'est une source évidemment de rosténose focale, comme vous le voyez là à l'angiographie. Donc, on essaye de le dilater avec des ballons non compliants et comme vous le voyez là, un ballon de 3 à 5, et un angioscope, c'est-à-dire un ballon modifié, un scoring ballon. Les trois ballons finissent par subir une rupture probablement liée au noyau calcaire et au bout métallique du stent qui fait protrusion au niveau de ce noyau calcaire que vous voyez là et qui correspond tout à fait à l'absence de levée d'empreinte. Et quand on regarde en échographie endocoronaire, vous voyez qu'au niveau de B, dans cette image-là, vous voyez bien l'arc calcaire avec le cône d'ombre derrière, le stent qui ne peut pas aller plus loin que cet arc calcaire qui l'empêche de s'expandre, alors que le diamètre en amont et en aval est autrement plus important que celui qu'on a sur cette rosténose trifocale. Et donc là aussi, la seule solution, c'est le rotablator ou le shockwave, mais je ne sais pas si le ballon de la lithotripsie serait passé dans ce cas-là. Et donc là, on utilise une escalade de fraises 1,5, 1,75 jusqu'à en fait fracturer la plaque calcaire au-delà des mailles de l'endoprothèse. Ce sont des procédures qui ne sont pas toujours simples. Il y a toujours un petit risque de blocage de fraises ou de dislocation de stent, c'est plus rare. Ensuite, ça devient évidemment facile. On a fracturé le calcium et donc on peut utiliser des ballons non compliants pour bien ouvrir et remettre une autre endoprothèse et surdilater ensuite et obtenir un résultat tout à fait satisfaisant même au contrôle en échographie endocoronaire. Voilà, donc ce qui se passe avec ce type de situation, ce sont des situations qui sont dues au fait qu'on n'a pas utilisé le rotablator sur la première angioplastie. Donc, on se retrouve avec une angioplastie beaucoup plus risquée parce qu'il y a un plus gros risque de blocage de fraises, d'embolisation, etc. Le laser et la lithotripsie peuvent jouer un rôle dans ces cas-là, surtout la lithotripsie. Donc, il faut toujours se dire qu'il faut bien préparer une lésion calcifiée avant le largage du stent pour éviter les problèmes et les regrets futurs. De manière factuelle, à part l'étude Rotaclux qui date déjà, la dernière étude qui est parue et qui compare les ballons modifiés au rotablator, c'est Prepare Calc. Et l'intérêt, c'est qu'elle a été randomisée à 1 pour 1 et qu'on utilise soit un scoring ou un cutting balloon versus du rotablator. Et une fois qu'on a préparé la lésion, on implante un stent actif de dernière génération de type Orsiro. Ce qui apparaît, c'est que évidemment, en termes de stratégie, on a plus de succès d'emblée quand on utilise le rotablator et on a 16% de crossover, c'est-à-dire les patients qu'on n'a pas pu dilater avec les ballons modifiés, que ce soit le cutting ou le scoring, vont aller dans le groupe rotablator et évidemment la différence est là significative. Donc 16% des patients ayant des calcifications ont fini par avoir des échecs avec les ballons modifiés et seul le rotablator permet à ce moment-là d'obtenir un résultat efficace. Quelles sont les raisons des échecs? Soit on n'arrive pas du tout à passer la lésion avec les ballons modifiés, soit on n'arrive pas à la dilater malgré l'utilisation de ballons modifiés, soit on n'arrive pas à délivrer le stent, soit on n'arrive pas à passer le ballon du tout.
Voilà, même un ballon non modifié. Donc, au bout du compte, quand on regarde les événements cliniques à 9 mois, ben, il n'y a pas de différence entre les deux groupes, en sachant que dans les deux groupes, il y a eu, dans le groupe ballon, pardon, il y a eu un crossover de 16% des patients vers le rotablator. Ceci valide plus ou moins l'attitude de dire on commence par essayer avec les ballons modifiés et ensuite, si ça ne marche pas, on utilise le rotablator. C'est une possibilité, quoique moi, je fais partie de ceux qui préfèrent, quand on pense que les lésions sont calcifiées et qu'il y a des critères de sévérité à ces calcifications, commencer d'emblée, c'est toujours plus confortable de commencer par le rotablator que de le faire la main forcée après avoir utilisé des ballons, etc. Et pour rappel, l'étude Rotaxus avait des résultats qui ressemblaient beaucoup à l'étude Prepare-Calc, c'est-à-dire qu'on a en termes de succès de stratégie une supériorité du rotablator dans 16 à 20% des cas. Donc voilà, ça reprend ce que je vous disais, soit on n'arrive pas à passer, soit on n'arrive pas à dilater, soit on n'arrive pas à passer le stent, soit on abîme le stent, et évidemment la thérectomie constitue là la solution. Donc il faut avoir en tête une stratégie d'emblée. Il y a 3 éléments qui semblent ressortir des études de cette méta-analyse qui seraient favorables à l'utilisation du rotablator et donc défavorables à l'utilisation des ballons non compliants ou modifiés. C'est l'homme, le fait que ce ne soit pas une IVA et évidemment la sévérité de la lésion, c'est-à-dire que la lésion de type C. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour aborder ces lésions? Le choix du catéguide est primordial. Vous avez vu tout à l'heure dans ce que je vous ai montré le catéguide qui chassait. Donc, ne pas hésiter à utiliser des formes adaptées, comme ici, une AL2 pour prendre une artère coronaire droite. Utiliser, quand on n'arrive pas à passer les ballons, les extensions de cathéter et toutes les formules d'ensuring avec des guides, avec des ballons, etc. etc. Donc, bien connaître. Ensuite, faire une escalade des ballons. Commencer par un petit ballon. Ensuite, donc on utilise en général sur des lésions de ce type jusqu'à 3 ballons, parce que le ballon de 3 ne serait pas passé. C'est le ballon de 1,2 mm qui est passé en premier, et donc qui a préparé le passage des ballons suivants. Donc l'avantage d'utiliser les ballons dits dédiés, c'est-à-dire le cutting ou le scoring balloon, c'est que les résultats, en fin de compte, quand ça marche, c'est-à-dire dans les 84% des cas où ça marche, c'est qu'on obtient des résultats tout à fait identique à celui du rotablator. Et le désavantage de ces ballons, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire les échecs dans 16% des cas. Toujours avoir en tête que quand on a du calcium, le but est de craquer ce calcium et s'assurer qu'on a bien ouvert l'artère. Donc, il faut bien préparer les ballons, comme ça, si jamais il y a une rupture de ballon, il n'y a pas d'embolisation gazeuse et en même temps, on arrive à bien voir les ballons et non pas des bulles qui nous font croire que le ballon n'est pas bien ouvert. Ne pas hésiter à utiliser 2 incidences orthogonales pour s'assurer que le ballon est bien ouvert et évidemment un ratio ballon-artère qui doit être de 1 pour 1. Il ne faut pas trop attendre pour changer de stratégie et ne pas se retrouver au bout d'1 heure de procédure à se dire échec et maintenant sur le rotablator, on est tous fatigués, donc on utilise beaucoup de matériel, la procédure dure longtemps, il y a plus de complications. Donc il s'agit de se décider assez vite quand on voit la limite de l'utilisation des ballons. Et ne pas oublier que les lésions calcifiées, résistantes, etc., c'est en général des patients qui ont des comorbidités qui sont souvent très symptomatiques. Il y a plus de complications procédurales, plus d'événements indésirables. Ils sont souvent exclus des études randomisées. On a peu de choses factuelles. Je vous ai montré les 2 seules études qui comparent vraiment. Et il faut connaître les outils et en disposer, ça c'est important. Donc il y a un coût aussi. Quand on attaque une lésion calcifiée, il y a probablement un coût de procédure auquel il faut penser, surtout sous nos climats. Il faut commencer par s'entraîner sur des lésions plus simples, prévenir les complications et ne jamais oublier que la chirurgie de pontage existe toujours. Voilà, je vous remercie pour votre attention.